Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Altior. Je suis Frédéric Chauveton, directeur de la communication du groupe Altior. Dans quelques instants, je laisserai la parole à Yanis Cotard, président du groupe Altior, pour vous présenter ce nouveau webinaire sur le thème « Pourquoi et comment intégrer l'IoT dans votre business ?» Pour suivre ce webinaire confortablement, je vous invite à couper vos micros et caméras. À l'issue de la présentation, il y aura une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat Zoom. Si vous ne voyez pas la fenêtre chat, je vous invite à cliquer sur l'icône « Converser » en bas de votre écran. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site altior.fr et notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Maintenant que vous êtes tous bien installés et bien connectés, je vais laisser la parole à Yanis pour présenter ce nouveau webinaire. Yanis, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, ce webinaire, ça va être à peu près 45 minutes, donc 25 minutes de présentation, puis on fait une petite visite guidée dans Altior, et puis on fera une séance de questions-réponses. Comme vous a indiqué Frédéric, vous pouvez utiliser l'outil de chat de Zoom pour poser vos questions. Posez vos questions à tout moment et on y répondra en fin de présentation. Alors, merci à BPI d'avoir co-organisé ce webinaire, donc l'équipe BPI Excellence, dont Altior est fier de faire partie depuis le début. Et maintenant, Altior est elle-même ambassadeur BPI Excellence sur la région Centre-Val de Loire. Donc, un réseau qui permet vraiment de communiquer avec nos pairs, avec d'autres chefs d'entreprise, et qui a été très actif pendant la période du Covid. Donc, pendant ce webinaire, on va d'abord parler du marché de l'IoT, en tout cas de la vision qu'on en a chez Altior, et puis après, on parlera de la façon dont on peut vous accompagner pour intégrer l'IoT dans votre business. Alors, déjà, IoT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, IoT, c'est l'acronyme de Internet of Things, donc l'Internet des objets. Donc, en France, on traduit souvent IoT par objet connecté. Mais en fait, IoT, j'aime bien ce terme parce que c'est beaucoup moins réducteur. Parce que quand on dit IoT, quand on entend objet connecté, création d'un objet connecté, en fait, on parle de beaucoup plus de choses qu'un seul objet. On parle de data, on parle de notification, on parle d'infrastructure cloud, on parle d'applications, on parle d'électronique, on parle de mécanique. Donc, on parle de beaucoup de compétences assez différentes et qu'il faut réussir à relier les unes aux autres pour qu'un projet IoT puisse fonctionner. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une révolution à ne pas manquer, nous, chez Altior? Simplement parce qu'on compare ça à la révolution d'Internet. En 1995, vous aviez les premiers emails, les premiers sites web d'entreprise. Et aujourd'hui, on n'imagine pas vivre sans Internet. Mais au niveau de l'objet connecté, il faut se rendre compte que d'ici 10 à 15 ans, en fait, tous les objets seront naturellement connectés et que c'est réellement un virage qu'il faut prendre maintenant. Alors, pour reparler un peu de l'histoire, moi j'aime bien cette photo parce que elle est assez symbolique pour moi du démarrage de cette ère. Donc c'est 2007, le premier iPhone. Aujourd'hui, personne ne vit sans smartphone. On a notre vie à l'intérieur, nos voyages, nos cartes bancaires, nos photos, etc. Et on n'imagine pas vivre sans smartphone aujourd'hui. Mais en fait, c'est une histoire récente. Le premier smartphone a seulement 13 ans. Et donc, les premiers smartphones sont arrivés en 2007, puis les premières apps et les premiers objets connectés ont suivi juste derrière, donc à peu près vers 2008. Alors, pour moi, il y a 3 vagues en fait. En tout cas, aujourd'hui, on peut analyser ça en 3 vagues. Donc, la première vague, c'était celle-là, qui a commencé en 2007-2008. C'était les premiers objets connectés. À l'époque, c'était un monde de start-up. C'était
pour les créateurs, pour les consommateurs, c'était un monde de geeks ou d'early adopters. C'était réservé aux technophiles. C'est là qu'est née la French Tech. C'est là qu'est née la Startup Nation aussi. Donc voilà, c'est là qu'au départ, c'était un monde où on était un peu entre nous. On a créé un peu ce nouveau monde. Certains ont créé les objets, d'autres ont créé les apps. Nous, on a inventé la façon de les fabriquer. Et puis est arrivée la deuxième vague. Donc la deuxième vague, c'est en 2014, fin 2014, décembre 2014. Donc on en a surtout entendu parler au CES en janvier 2015. C'est Google qui a racheté Nest pour 3 milliards de dollars. Et là, beaucoup de monde s'est dit, il se passe quelque chose dans ce métier. Il faut qu'on regarde de plus près. Et là, on a pas mal de groupes qui étaient prêts pour ça, qui étaient dans l'innovation, qui étaient déjà dans l'électronique, qui ont pris le pas de ces gros acteurs. Typiquement, des gens comme Schneider qui faisaient des développements internes, ou aussi des gens comme Somfy qui, eux, ont racheté MyFox, par exemple, ou Legrand qui a racheté Netatmo. Donc là, on a vu un avènement de ces objets de manière plus massive sur différents créneaux. À l'époque, beaucoup la maison connectée, mais pas seulement. Et puis, là, moi, mon analyse est qu'on rentre de manière très forte dans la troisième vague. Et la troisième vague, ça va être un tsunami qui va tout emporter. Et c'est là où il est vraiment temps de vous poser la question, est-ce que mon business est digitalisable ou pas? Et s'il l'est, est-ce qu'il l'est au travers d'un objet connecté? Et si oui, c'est maintenant qu'il faut prendre le virage, parce que sinon quelqu'un le prendra avant vous et vous risquez de perdre vos marchés. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'on commence à avoir des compétences, mais surtout parce que l'infrastructure, elle est là. Donc on a notamment la 5G, donc on sait que la Commission européenne en charge du dossier a pour souhait que d'ici la fin de l'année, au moins une grande métropole par pays soit connectée en 5G, et puis forcément ça va s'accélérer. Et puis on voit aussi arriver des réseaux bas débit partout dans le monde, ou des satellites qui viennent faire la couverture et promettre de l'Internet un peu partout. Donc l'infrastructure est là. Et puis il y a des signaux qui ne trompent pas. Typiquement, alors là on est sur le cas particulier de la maison connectée, le protocole CHIP, c'est Connected Home over IP. C'est un standard qui est en train de naître. Et regardez cette slide, regardez qui participe à cette alliance. Amazon, Apple, Google, IKEA, Legrand, Samsung, Philips, puis d'autres sociétés comme Schneider, Somfy. Voilà, donc quelque chose de là où on se rend compte que tant de grands acteurs se mettant ensemble pour définir un protocole commun va faire que forcément les choses vont évoluer vite. Alors, c'est un marché forcément à très fort dynamisme. L'IoT, bon, pour parler de chiffres, alors ce sont toujours des chiffres qui font un peu tourner la tête quand on revient à nos niveaux de PME ou d'ETI. Mais bon, il y a aussi des grands groupes qui parlent en milliards. Mais 19,3 milliards de connexions en 2030 dans les technologies courte portée. Donc là, on exclut tous les ordinateurs, les téléphones, etc. Donc là, on est vraiment en train de parler d'IoT. Donc c'est des chiffres importants. Et puis, un autre chiffre, c'est le chiffre d'affaires pour la partie matérielle de l'IoT qui est promis à 442 millions. Et on parle même d'ici 2030 en trillions. Donc, des chiffres forcément qui sont très importants. Ramenés à notre niveau, c'est toujours compliqué d'appréhender ces chiffres, mais ils sont là, ils sont dans toutes les études que vous allez pouvoir lire de droite et de gauche. Vous allez retrouver ces chiffres qui donnent le tournis, qui prouvent réellement que le dynamisme est là et une croissance à 2 chiffres année après année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffres aujourd'hui, au niveau des études, on se rend compte que
64% des entreprises qui estiment que l'IoT est important pour leur activité. On a 90% d'entre elles qu'il sera important pour l'avenir de leur entreprise. 74% des entreprises estiment que si le virage des IoT n'est pas pris chez elles dans les années qui viennent, c'est la concurrence qui prendra les parts de marché. Et enfin, 95% des entreprises qui ont déjà mis en place des solutions de connectivité y ont vu du bien et de la progression sur le marché. Et puis, on peut regarder d'autres chiffres qui sont aussi assez parlants. Hein. Si on regarde du côté de l'innovation et des initiatives technologiques, de quoi se rend-on compte? Un tiers, c'est l'Internet of Things. Un tiers des projets en innovation, c'est l'IoT. Derrière vient la robotique, derrière vient l'intelligence artificielle. Et puis, très loin, derrière, le 3D printing ou les drones. Donc, l'Internet of Things prend aujourd'hui vraiment une place majeure dans l'innovation au niveau des entreprises. Alors, quels bénéfices on constate au niveau de l'IoT? Ils sont nombreux. Hein. Le premier, ça, on parle des gens qui ont déjà adopté l'IoT. 53% estiment que ça réduit les coûts d'exploitation. Une grande partie estime que ça améliore la collecte de données. Alors ça, c'est un point très important dont on va reparler après. Et 47% estiment que ça améliore la productivité. Et puis des autres effets bénéfiques, il y en a d'autres. Alors, quels secteurs sont touchés? Ça, on se dit toujours, le mien, pas le mien, c'est un sujet pour la maison connectée, c'est un sujet pour la santé connectée. En fait, c'est faux. Tout est touché. Tous les secteurs sont impactés. Donc, on va le voir un peu en détail par des exemples, mais que ce soit le sport, le loisir, le bien-être, l'agriculture, le gaming, le transport, l'énergie, le smart building, la robotique, tous les secteurs sont impactés aujourd'hui. Si on regarde des graphiques qui sont assez intéressants, là, vous avez en abscisse le chiffre d'affaires en milliards et en ordonnée la vitesse de croissance. Alors forcément, les secteurs qui dégagent déjà beaucoup de chiffre d'affaires ne croient plus très vite, et puis les secteurs qui ne dégagent pas encore beaucoup de chiffre d'affaires en vert croient par contre eux très vite. Mais quel type de secteur on voit? On voit tous les aspects security de la maison. Donc voilà, le plus à droite qui est tout ce qui est maison connectée, sécurité connectée. Et on le sait, c'est à l'exemple de Somfy, un secteur très porteur. Mais bien entendu, tout ce qui est smart meters, l'air conditionné, le paiement par d'autres moyens que la carte bancaire. Et puis de l'autre côté, des secteurs qui sont en pleine naissance, tous les robots pour la gestion des stocks et du delivery, les véhicules autonomes, l'agriculture, les équipements blancs, donc les white goods, donc tout ce qui va être machine à laver, sèche-linge, etc. On peut regarder un peu ce secteur, toute cette petite nuée de points plus en détail. Voilà, qu'est-ce qu'on voit encore? Du tracking, du healthcare monitoring, le smart home bien entendu, et tout ce qui est road fleet management par exemple. Donc typiquement une grosse révolution de la location de voitures. D'ailleurs, le Covid a fait pas mal parler autour de Hertz là-dessus, mais donc l'accès à la voiture, pouvoir ouvrir une voiture avec son smartphone, pouvoir retrouver un environnement de conduite directement quand on loue un véhicule. Voilà le type d'exemples qui sont en train d'arriver. Donc, vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas quelque chose qui touche les gens de l'électronique. C'est vraiment tous les métiers vont être impactés par cette révolution. Alors là aussi, vous voyez, on a encore un graphe qui parle de lui-même. Alors bien entendu, on voit tout de suite que les télécoms ou les technologies de l'information sont bien en avance.
Mais on a voilà, le transport, le manufacturing, le retail, l'énergie, bien entendu, qui sont des secteurs qui sont en train d'être très fortement impactés. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, tout ça c'est des exemples qui ont été des produits fabriqués par Altior. Donc, bon, on a tout ce qui est robotique. Alors, la robotique, bah, on va pouvoir apporter du confort, on va pouvoir parler de logistique, on va pouvoir parler d'assistance aux personnes dépendantes. Donc, typiquement, c'est le cas avec Nao. Tout ce qui est maison connectée, smart home, smart building, donc ça, c'est vraiment un secteur en plein développement. Donc, des serrures connectées, des thermostats connectés, des alarmes connectées. Et puis, bien entendu, tout ce qui est infrastructure et smart cities, donc le pilotage de la lumière, des validateurs de tickets de bus, des choses qu'on peut se dire, tiens, pourquoi faire changer les choses? Bah, parce qu'avant, voilà, on tirait des faisceaux de câbles partout dans un bus, il n'y avait aucune télématique entre le bus et puis le central. Aujourd'hui, on met des smartphones dans les validateurs de tickets de bus qui permet d'avoir un suivi en temps réel, de pouvoir payer avec un QR code, avec WeChat. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde de l'objet connecté. Il y a tout ce qui est loisirs, hein, donc par exemple sport et loisirs. Donc là, on peut faire des éléments de sécurité comme le bracelet orange que vous voyez. Là, c'est un bracelet qui permet quand des coéquipiers sur un bateau, si l'un d'entre eux tombe à l'eau, bah, les autres sont tout de suite prévenus. Et ça, ce sont des produits qui sont simples à fabriquer avec les technologies de l'IoT. On a tout ce qui est santé et bien-être. Là, on est en train de développer un produit qui permet aux travailleurs sur les chantiers de vérifier la position de leur dos en permanence. On a tout ce qui est donc gaming, jeunesse, réalité augmentée, réalité virtuelle. Là, typiquement, on voit le produit blanc, qui est un produit qu'on a fait pour ISKN, qui est une très belle start-up lyonnaise qui vend ce produit en licence pour Bandai. Donc là, c'est un produit qui fait appel à la réalité augmentée, au sens cognitif pour les enfants. C'est assez sympa. Bien entendu, tous les sujets de localisation indoor, de gestion de supply chain, de monitoring des consommations dans le bâtiment. Pour tout ce qui est agriculture, bah, ça va être ça peut être de l'asset monitoring, ça peut être du contrôle des sols. Et puis, tout ce qui est transport, bah, là, ça paraît assez évident, mais la géolocalisation des assets, qui aujourd'hui, on n'a pas encore de solution idéale, mais elle arrive justement parce que pour faire le pendant avec ce que je disais tout à l'heure sur les infrastructures qui maintenant sont présentes au niveau mondial, ben maintenant, on commence à être capable à faire de la géolocalisation d'un point de vue mondial de manière assez simple et peu coûteuse. Voilà, puis bon, ça peut être aussi des services hardware as a service. Donc, typiquement, on a des boutons pour des gens qui font du recyclage, pour de l'appel de benne, des choses comme ça. Donc, plein de secteurs qui sont en train de se transformer. Et je peux vous dire que chez Altior, on accompagne beaucoup de gens dont le secteur n'avait rien à voir avec l'électronique ou l'IoT et qui maintenant changent complètement leur business model par le biais de l'IoT. Par contre, c'est pas quelque chose de très simple en fait. Hein. Donc il y a pas mal de défis. Donc il y a 51% des entreprises qui ont des plans d'action IoT, mais qui restent au premier stade parce que par manque de compétences, par manque d'équipe, par manque de stratégie bien ficelée. Et puis quels sont les plus grands défis? Bah, c'est le sujet du retour sur investissement, donc le business model, le problème de la sécurité, qui est un vrai sujet, très, très challengeant et très évolutif. La coopération interservices, parce qu'au même titre que pour créer l'objet, c'est tout un ensemble de techno. Au niveau de la société, de l'entreprise elle-même, ça nécessite de mettre beaucoup de monde différent autour de la table. L'intégration de données disparates, ça c'est quelque chose d'important. Et puis la disponibilité de personnel qualifié.
parce qu'aujourd'hui, encore, les écoles d'ingénieurs ont du mal à former des architectes IoT sur l'ensemble de la chaîne. D'ailleurs, Altior participe au nouveau programme IoT de Polytech Orléans. Là, on a défini ensemble le programme d'études justement pour pallier à cette problématique. Alors, par contre, quelles sont les bonnes pratiques qu'on voit sur le marché? 53% des efforts sont généralement soutenus par le DSI. Bon, ça, on va dire qu'il faut que ce soit un prérequis, hein, qu'il soit impliqué dans les groupes de travail, sinon vous aurez forcément un sujet. Mais ça veut aussi dire que vous devez intégrer ce type de compétences en interne. Quand on parle de sociétés qui ont des métiers, des vieux métiers, il faut être sûr d'avoir un minimum de compétences en interne sur ces sujets. 66% incluent des fournisseurs externes dans leur équipe de planification de l'IoT. Alors ça, c'est un gros sujet. Et c'est pour ça qu'Altior, d'ailleurs, est assez performante sur son marché. Beaucoup de groupes ont des politiques de make or buy sur ces sujets. Et pour faire en interne, c'est un vrai challenge. Nous, on a la chance de réunir l'ensemble des compétences qui permettent de faire ça. Et c'est pour ça que beaucoup de grands groupes, tels que Schneider ou Somfy, dans leur politique make or buy, choisissent le buy et viennent faire appel à quelqu'un comme Altior. Et puis, 81% utilisent une plateforme tierce comme base de leur opération. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. Quand on a inventé l'IoT en 2007, il n'y avait pas ces plateformes. Donc, c'était un vrai challenge. Il fallait construire les apps, il fallait construire la plateforme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Hein. On peut utiliser les plateformes de Microsoft, de Google ou d'Amazon, ou celles d'OVH, ou celles encore de PME qui créent des plateformes assez simples à utiliser. Donc, il y a pas mal de solutions assez simples pour mettre ça en œuvre. Alors, maintenant, comment on fait? Comment est-ce qu'on intègre cette connectivité dans le business? En fait, ça dépend un peu de où vous en êtes. Donc, nous, on a packagé des programmes au niveau d'Altior pour pouvoir accompagner les clients qui viennent nous voir. Et puis, il y a différents niveaux de besoins. Donc, le premier niveau, c'est vous vous dites il faut que j'y aille, mais vous ne savez pas encore très bien qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez le faire. Vous avez besoin d'évaluer, de chiffrer les opportunités. Et puis, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et puis, rencontrer forcément des partenaires qui sauront vous accompagner. Et pour ça, on a créé un programme qui s'appelle le Unlock Program. Donc là, on vous accompagne. C'est un peu comme une mission de consulting. On vous accompagne dans la définition de votre stratégie IoT et de votre projet connecté. Donc, il y a différentes choses. Hein. On fait l'audit de votre business model avec vous. On réfléchit aux solutions sur lesquelles vous avez réfléchi. Et puis, on voit comment est-ce qu'on peut intégrer ça et surtout trouver, faire le mapping des opportunités IoT et voir celles qui ont une vraie rentabilité. Ensuite, on vous aide à designer la solution. Donc, quel est son cahier des charges, etc. Et puis, au travers de notre réseau, de notre plateforme partenaire, on va vous mettre en relation avec des gens qui vont vous faire la partie cloud, la partie app. Nous, on va prendre à notre charge toute la partie produit en elle-même. Alors, il se peut que vous soyez plus avancé dans le besoin et que vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez faire, mais vous avez encore besoin de tester l'intérêt du marché ou la faisabilité technique, ou de réaliser des prototypes, mais dans un budget maîtrisé et dans un délai limité. Et puis ça, en le faisant en utilisant une cellule externe à vos compétences. Et pour ça, on a un programme qui s'appelle Launchpad. Et là, c'est vraiment le but, c'est de donner vie à votre projet pour le tester. Donc, on va pouvoir faire une vingtaine de produits, peut-être 200, et on va faire des produits fonctionnels. Donc, pas avec toute
tous les aspects certification, fiabilisation, etc. Mais on va déjà vous fournir des produits qui vont ressembler à des produits finis et avec lesquels vous allez pouvoir aller tester le marché ou tester la fiabilité technique. Alors, bien sûr, vous avez ça avec un seul interlocuteur, hein, puisque vous avez un chef de projet dédié et puis le centre de R&D ici à Orléans. Tous les prototypes qui permettent d'aller tester le marché. Alors là, on est sur de la micro-série, hein, de quelques unités à 100 ou 200 produits. Et puis, toute une équipe d'experts et passionnés qui vont vous aider à accompagner, à réaliser votre projet. Et puis, le niveau 3, c'est une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut, on est prêt à mettre un projet sur le marché. Donc là, on a besoin d'industrialiser un produit. On parle d'une solution fiable et qui va vraiment vous accompagner dans le temps. Et puis avec une vraie chaîne de production industrielle. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc c'est le Scale-up Program. On vous accompagne pour industrialiser et mettre en place votre objet connecté. Donc là, c'est vraiment le one-stop shop. Hein, donc de la conception jusqu'à la livraison du produit, en passant par toutes les phases d'industrialisation, bande test, certification, fiabilisation, production. C'est tout fait en interne. Donc vraiment avec une orientation produit très forte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Mais quand on dit produit, on dit aussi ce que ça veut dire derrière le client qui utilise le produit. Donc répondre à un besoin, de parler de customer experience. Bien entendu, qualité et sécurité, avec un système de gestion de la qualité, produit, projet, process, qui est très important chez Altior et qui a été prouvé d'ailleurs par le fait qu'on travaille pour des très grands groupes sur le marché. Et puis, avec pas mal de petits plus, donc des designers en interne, tout ce qui est ingénierie, certification, packaging, etc. Voilà, donc on a cette capacité de chaîne de valeur complète qui va de la définition du projet jusqu'à la livraison, en passant par tout ce qui est design, conception, prototypage, qualification, industrialisation, fabrication. Donc là, c'est un peu une timeline où vous pouvez revoir un petit peu la définition des programmes. Donc le unlock, c'est vraiment, voilà, vous avez besoin, vous êtes sur un marché, vous sentez que ça bouge, ou même vous vous demandez s'il y a des opportunités IoT, c'est unlock. Donc là, on a des experts très haut niveau qui connaissent très très bien ce sujet-là, qui peuvent vous accompagner à définir le programme. Une fois qu'on sait un petit peu ce qu'on veut, si on veut encore tester le marché, on a Launchpad Program, mais on peut aussi direct partir sur un scale-up. Une fois qu'on a validé le marché, les budgets, on peut directement partir en production avec un scale-up programme. Et puis, on a quelques programmes qui naissent et qui accompagnent ça. On a ce Unlock Programme, il existe aussi pour les investisseurs. Donc, ça s'appelle Unlock Program for Private Equity Investors. Donc là, ça va se décliner en plusieurs offres. On va être capable de faire un screening de votre portefeuille de participation et de vous présenter de manière synthétisée là où il pourrait avoir des opportunités IoT ou pas. Après, si on estime qu'il y a des opportunités, sur une participation, on repart sur un programme classique. Ou alors, sur une participation dans laquelle vous pensez investir, passer du temps pour faire une due diligence technique et valider que tous les aspects investissement, prix produit, time to market sont les bons. Ça, c'est un autre programme spécifique pour les investisseurs. Et puis, on a le pendant côté startup qui s'appelle le Sunrise Program. Donc là où on va être capable d'accompagner une startup en phase amont de levée de fonds pour valider avec elle son business plan. De nouveau, valider que les hypothèses investissement, timeline de production, time to market sont les bons. Et
et puis les aider dans leur process de levée de fonds. Donc là, on va faire appel à notre réseau, donc un réseau de venture capitalistes, donc des fonds d'investissement, et avec l'organisation de pitch plusieurs fois dans l'année, où ces startups pourront venir pitcher et puis chercher des fonds. Voilà, donc juste pour conclure en quelques chiffres, voilà, Altior, c'est 110 projets IoT lancés depuis le début de l'IoT, donc on connaît vraiment bien ce métier. Presque 30 ans d'expérience industrielle, et puis 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% dans l'IoT. Alors, comme le sujet d'aujourd'hui, c'était une Learning Expedition, et qui devait à l'origine se faire physiquement avec quelques entrepreneurs de la région. On avait prévu une visite. On va tenter de faire la visite en virtuel en espérant qu'on y arrive. Donc, je vais couper 2 minutes le micro et puis je pense que je vais… Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de webinar, juste après cette visite, on va faire une session de Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant pour que je puisse y répondre après. Alors, bienvenue, vous êtes chez Altior ici, on est sur le site. C'est bon, on est sur le site à Orléans, donc Altior, depuis le Covid, c'est une entreprise qui, comme toutes les entreprises, fonctionne beaucoup en remote. À l'origine, on avait déjà beaucoup de sites. Il y a Le Mans, Grenoble, Nice, Orléans est un des gros sites, et notre gros site est à Shanghai. Voilà. Donc là, vous avez une des pièces les plus psychédéliques chez Altior. C'est ici qu'on fait tout ce qui est test radio et test CEM. Alors les tests CEM, quand vous avez un produit qui est marqué CE, c'est ces fameux tests. C'est ici qu'on fait les tests de préqualification. Alors là, vous avez toute la partie R&D, donc beaucoup de R&D électronique, mécanique, et avec toute une équipe d'ingénieurs qui fonctionnent les uns à côté des autres, parce que quand on dit objet connecté, on parle produit, et il ne s'agit pas uniquement de concevoir une carte électronique, il s'agit de concevoir un produit avec tout ce que ça veut dire, donc packaging, etc. Donc là, on a les labos de test où on va mettre en route les cartes. Là, typiquement, vous voyez une enceinte Alexa. Donc là, on est en train de faire marcher des modules en Zigbee pour allumer la lumière avec Alexa, donc les produits Node. Donc ici, on a différents labos. On a le labo, tout ce qui est SAV, pour un service contrôle. Tout le labo contrôle qualité. Et puis, un laboratoire hyper important dans la création de nos produits, c'est le laboratoire de fiabilisation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la fabrication des produits et que peu d'acteurs ont. Donc là, on va venir faire des tests. Donc, on va tester des boutons. On va vérifier qu'on a 100 000 fois sur un bouton et qu'il marche bien. On va tester des moteurs. On va tester des vibrations. On va tester des résistances aux UV. On va tester des essais climatiques. On va tester des chocs, etc., pour s'assurer que les produits durent dans le temps et qu'on évite de parler de donc c'est programmé, donc on parle bien entendu la fabrication additive, donc tout ce qui est impression 3D, avec différentes méthodes, donc que ce soit impression à des d'encre, polymérisation de laser ou tout simplement des pots de chip. Et puis on a ici nos ateliers. Donc
comme je vous disais, Altior, les gros sites sont Orléans et Shanghai. Donc à Shanghai, on a notre propre usine avec 170 personnes. Ils font fabriquer la plupart des produits. Mais on a aussi ici notre atelier de montage qui est principalement pour l'aspect Launchpad, où on va fabriquer tous les produits en petite série. Voilà. Et puis, le coq de la French Fab, alors je vous invite à regarder ça fièrement, c'est important, c'est des bannières françaises qui ont été créées systématiquement par BPI. Et il est important d'aborder fièrement et de répéter. Par exemple, quand vous allez au CES à Vegas, vous voyez du rouge partout dans l'Eureka Park parce qu'il y a les coqs de la French Tech qui sont absolument partout. Et ben, ce coq bleu de la French Fab, il faut l'arborer aussi. On ne le voit pas assez souvent. Et quand vous allez dans les salons à l'étranger, en France, etc., mettez ce coq sur vos bannières parce que ça nous représente la France, ça nous met en avant. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la présentation. On va repasser à la session de Q&A. Voilà, petit changement de caméra. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? J'ai une première question. Quid de la formation et de l'emploi? Vous évoquez notamment un manque d'architectes qualifiés. La formation française est-elle consciente des enjeux à venir? Je vais peut-être poser question par question parce qu'il y en a plusieurs en fait. Ouais. Ouais, c'est alors. Je pense qu'elle est consciente, ouais, parce que les initiatives, elles viennent des écoles en fait. Hein. Donc nous, on participe, on échange beaucoup avec un master IoT à Poitiers sur le centre du Futuroscope. Et puis, on participe à l'élaboration du programme et on va même animer quelques cours et quelques TP chez Polytech Orléans ici. Donc, je pense qu'il y a quand même conscience, mais effectivement, sortie d'école, aujourd'hui, on a peu de candidats qui sont capables d'architecturer des solutions complètes. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des self-made men, hein, qui se sont formés à l'intérieur des entreprises. Alors, pourquoi on dit ça? C'est que bon, déjà, c'est produit. Donc, non seulement c'est de l'électronique et de la méca, mais bon, globalement, et les uns et les autres arrivent à bien appréhender parce que chez nous, les chefs de projet sont soit de formation ingénieur méca, soit de formation ingénieur élec. Et très vite, au contact les uns des autres, ils arrivent bien à appréhender. Ça ne veut pas dire qu'ils savent faire un design, mais ils savent gérer un projet IoT dans le sens où ils doivent gérer d'un côté une BOM, une carte élec, et de l'autre côté une méca. Mais quand on a dit ça, faut revenir au niveau de la carte élec. Au niveau de la carte élec, on a hard et soft. Donc déjà ça, je sais qu'il y a beaucoup d'électroniciens là qui sont en ligne, mais vous le savez tous, c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on appelle la double compétence chez nous, mais on arrive à former les jeunes assez vite à ça. Et là, on parle même plus de ça. C'est qu'on parle d'une opposition de style entre l'électronique embarquée et du cloud. Et c'est ça qui est vraiment compliqué dans l'aspect objet connecté. C'est que d'un côté, sortie d'école, on a des gens qui savent faire de l'électronique embarquée, donc qui savent envoyer un message, un peu comme une bouteille à la mer. Et puis, on a des gens côté cloud qui, une fois qu'ils ont reçu un message, savent tout faire. Mais entre les deux, il y a très peu de formation. Donc, c'est là où c'est un vrai challenge et c'est là où la notion d'architecte est hyper importante. Et donc, du coup, puis avec des mondes qui s'opposent. Parce que côté électronique embarquée, on va parler en 64K de mémoire ou 128K. Et puis, côté cloud, on va parler en pas de limite. Voilà. Donc c'est de la formation interne. Et puis, je pense que les écoles s'y mettent. La suite de la question, c'était pensez-vous qu'il s'agit d'un manque d'intérêt de la part des étudiants au moment de choisir une spécialisation? Ouais, alors ça, j'avoue que j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas, je sais que nous, on n'a pas de problème majeur à recruter.
proposant des sujets intéressants dans l'IoT. Donc, je pense qu'il y a une motivation quand même des équipes pour ça, des étudiants pour ce métier. J'ai une autre question qui concerne si une entreprise décide rapidement, avec le déconfinement, de déployer à grande échelle une solution IoT pour répondre à un besoin, comment peut-elle s'assurer que la solution s'inscrive dans la durée? Alors, je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre la question, mais aujourd'hui, les problèmes il y a des problèmes de longévité, de pérennité des solutions, beaucoup à cause d'entreprises qui bankrotent au passage. Donc, vous devez vous assurer de la solidité de vos partenaires. Typiquement, si vous devez lancer votre solution, nous, on est capable de vous accompagner et forcément, la pérennité, c'est un de nos sujets quotidiens. On a mis en place une plateforme de knowledge management chez nous qui s'appelle l'outil Ask et qui référence tous les blocs fonctionnels sur lesquels on a déjà travaillé. C'est à peu près 160 blocs. Ça peut être le Bluetooth, ça peut être le Wi-Fi, ça peut être Zigbee quand on parle protocole, mais ça peut être alimentation par pile, ça peut être accéléromètre, enfin bon, tout un tas de blocs fonctionnels. Et ces blocs fonctionnels sont reliés à un outil qui s'appelle Silicon Expert et qui, lui, s'assure de la pérennité dans le temps des composants. Donc, on est sûr de ne pas être sur des obsolescences, etc. Donc, on arrive à construire un produit connecté qui tient. Et puis après, au niveau des infrastructures, on utilise des infrastructures maintenant classiques qui sont pas made to order, donc qui permettent aussi d'assurer une longévité. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. N'hésitez pas, de toute façon, vous aurez nos contacts. Donc, si vous voulez qu'on refasse un call sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le rappeler. J'ai la prochaine question. Quelle est votre vision, solution proposée concernant la gestion des objets connectés? Solution cloud ou premise, les plus et les moins? Les solutions cloud, ouais. Je pense que c'est une erreur de frappe, c'est ou premise, les plus et les moins. Ou on-premise, ouais. Non, ouais. Bon, moi, nous, on est des grands partisans du cloud, en fait, pour la scalabilité et aussi pour la facilité de déploiement. Après, il y a différents niveaux. Là, il y a l'aspect hardware. Donc, est-ce qu'on doit tout communiquer directement de l'objet, direct au cloud, ou est-ce qu'on doit passer par une gateway? Ça, c'est vraiment spécifique à chaque projet. Et nous, on n'a pas de religion chez Altior. Vous nous dites, on regarde, c'est quoi votre projet, et on vous dit, nous, ce qu'on estime être le meilleur choix au niveau protocole, et on vous fera même un comparatif des différentes solutions. On ne va pas vous dire il faut absolument du Sigfox parce qu'on aime bien Sigfox. On adore Sigfox, on aime beaucoup LoRa, on aime le LTM. Voilà, on prendra ce qui est pertinent pour votre projet. Et voilà. Et donc, est-ce qu'il faut une gateway ou pas? Ça dépend du sujet. Ça dépend. Forcément, on aime bien quand il n'y a pas un coût de communication pour chaque objet. Mais encore une fois, on vient de traiter un sujet typiquement où on se dit ce serait bien qu'on ait des gateways pour des déploiements sur site un peu spécifiques. Mais en fait, on se rend compte que c'est 5% de la population. Donc, on se dit, tiens, on va quand même faire des objets qui communiquent directement avec le cloud. Voilà. Bon, ça dépend à chaque fois. Mais après, pour l'infra, forcément, nous, on préfère toute la gestion de l'infrastructure. On préfère les solutions cloud. Les objets connectés sont pour la plupart connectés à un service cloud. Vous parliez tout à l'heure de cloud comme celui d'Amazon ou Microsoft. Que pouvez-vous conseiller aux entreprises qui souhaitent réaliser leurs infrastructures propriétaires? Ouais, alors moi, c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. On est assez partisans d'utiliser des solutions on the shelves. Voilà. Donc, et surtout pour des sujets de scalabilité. On a encore récemment des déploiements où on voit des gens qui viennent nous voir en disant on a déployé une solution propriétaire
Et puis, ils veulent intégrer un deuxième objet et ils se rendent compte qu'ils ont autant de dev pour intégrer le deuxième objet qu'ils en ont eu pour le premier. Et c'est pas scalable et ça coûte très cher. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec Google Cloud ou avec AWS si vous ne voulez pas. Hein. Il y a Bosch qui a une solution européenne et puis encore pas mal de PME, des PME toulousaines, des PME, enfin je ne les ai pas toutes en tête, mais il y en a un certain nombre qui vous proposent des frameworks d'intégration assez rapides et qui permettent la scalabilité. On n'est pas des grands fans de la solution propriétaire. De votre expérience, aujourd'hui, le service IoT rendu est-il ou doit-il en général être un service à coût zéro dans le produit? Ouais, alors non, je suis au contraire. C'est un vrai sujet de remise en cause du business model en fait. Par exemple, imaginez vous fabriquez des moteurs qui vont sur des machines-outils. C'est un vieux métier qui n'est pas connecté. Vous avez un patron de l'innovation ou de la R&D qui connaît bien son produit, qui a de l'expérience, etc., qui a beaucoup d'idées reçues, sans être péjoratif, qui a beaucoup d'idées reçues sur la façon dont les gens utilisent ces moteurs. Mais en vrai, il n'en sait rien. Demain, vous connectez ces moteurs avec une petite brique d'intelligence artificielle, par exemple, qui ne coûte pas cher aujourd'hui, déjà packagée. Non seulement vous allez pouvoir vraiment comprendre comment les gens utilisent vos moteurs, vous allez pouvoir détecter des anomalies de fonctionnement, faire de la maintenance préventive, etc., etc. Donc, après, par rapport à ça, est-ce que du coup, je continue à vendre mon moteur ou est-ce que je le loue ou est-ce que c'est gratuit, mais du coup, j'ai une maintenance, etc. Encore une fois, ça, c'est vraiment différent d'un cas à l'autre. Mais non, pour moi, c'est un générateur de business et de toute façon, c'est pas possible. Aujourd'hui, bien qu'on en parle beaucoup, bien qu'on parle en milliards, en millions, en milliards, c'est pas vrai que la connectivité ne coûte rien. La connectivité coûte de toute façon quelque chose. Donc si elle ne vous apporte pas plus de revenus ou de connaissances clients qui vous permettent de gagner des parts de marché, etc., c'est pas pertinent. Pouvez-vous faire un rapide statut sur le protocole CHIP ceci est un peu confus pour l'instant et il n'y a pas beaucoup de communication publique. Ouais, alors je ne vais pas le faire moi parce que j'en suis pas capable. Il n'y a pas beaucoup de communication publique. Nous, on s'est inscrit à l'alliance Zigbee, justement Nodon, donc la filiale Nodon d'Altior qui fait des produits pour le smart home, participe au groupe de travail. Et on a fait 2 webinars sur le sujet, un en français et un en anglais, qui sont disponibles en replay. Donc, peut-être Frédéric, tu donneras directement à la personne les liens, ou sinon, ils sont disponibles sur le site Nodon. Vous allez sur le site Nodon, vous avez sur le blog Nodon, donc vous avez une rubrique blog. Sur le blog, vous avez les liens pour les replays. Il y a eu 2 webinars en français et en anglais sur Chip. Donc, vous aurez pas mal de sujets là-dessus. Pouvez-vous détailler comment voyez-vous l'adaptation de l'environnement, déclaration réglementaire du site, force commerciale, qualité, after sales, une entreprise d'existence quand IoT n'est pas son cœur de métier? Donneur d'ordre, déclaration du site, environnement différent. Alors j'aurais bien aimé citer un exemple sur lequel on travaille en ce moment qui vous aurait vraiment inspiré sur ce sujet-là. Malheureusement, on est en plein lancement, donc c'est pas public et c'est encore sous NDA, donc je peux pas en parler. Mais typiquement, sur un sujet comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un projet interentreprise. Donc on peut pas juste mettre quelque part quelqu'un de l'innovation dans un coin et le laisser avancer tout seul. Il faut absolument impliquer tous ces services-là. Mais par contre, ce qu'on va faire là-dessus, sur ces aspects maintenance, SAV, etc., c'est qu'on va avoir de plus en plus accès à l'utilisateur direct. On va pouvoir lui offrir du service en plus.
Et surtout, dans ce process de digitalisation autour de l'objet, on va pouvoir simplifier les tâches du quotidien. Donc, typiquement, des rapports d'intervention ou des produits qui n'étaient pas connectés avant. Donc là, on les connecte. Donc, le technicien vient sur site, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, quand il a fini, il appuie sur un bouton, ça édite directement les rapports tout seul. Donc, voilà typiquement le genre de choses qu'on peut faire en plus de l'aspect objet en lui-même. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc, je vais profiter, avant de conclure, je vais profiter pour vous parler du prochain webinaire Altior qui aura lieu le mardi 16 juin à 9h30, présenté par James Newton, notre business développeur chez Altior. Je pense que Yanis va afficher le visuel. Et vous pouvez vous inscrire sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Voilà, prochain webinaire, donc la démystification de l'industrialisation. Et pour nous contacter, je vous mets aussi les adresses mail de Yanis et du business développement, service business développement, pour pouvoir nous contacter. Voilà. Bien, merci à tous, merci pour les questions pertinentes et puis à une prochaine fois. Merci à tous, au revoir.